Depuis l'un des ferrys qui acheminait son équipage, le Leonora Christina ressemblait à une dague pointée sur les étoiles. Sa coque dessinait un cône se rétrécissant à la proue. Sur sa surface lisse et burinée, les éléments extérieurs ressemblaient à des décorations plutôt qu'à des rajouts. Il s'agissait d'écoutilles et de sas, de capteurs reliés aux instruments de bord, de soutes abritant les deux navettes de transport. Car le vaisseau n'était pas conçu pour l'atterrissage, et de la toile formée par les collecteurs Bussard repliés pour le moment. La base de ce cône était relativement large, car elle contenait autre chose, la masse de réaction. Mais l'astronef était si long qu'on remarquait à peine ce détail. À la naissance de la lame se déployait une structure qu'on aurait pu prendre pour la garde d'un panier. Sur son pourtour étaient placés 8 cylindres squelettiques orientés vers la poupe. C'étaient les tubes de propulsion qui faisaient office d'accélérateur lorsque l'astronef se déplaçait à des vitesses interplanétaires. Le panier abritait leur contrôle et leur source d'énergie. Plus loin s'étendait la poignée de la dague, d'un bleu plus sombre, qui s'achevait sur un pommeau aux formes complexes. Il s'agissait du moteur Bussard proprement dit, niché dans des boucliers protégeant l'équipage de son rayonnement. Tel était le Leonora Christina, septième et dernier né de sa classe. Son apparente simplicité, dictée par la nature même de sa mission, était aussi trompeuse que celle d'un épiderme. En matière de subtilité, ses œuvres vives ne le cédaient en rien, ou presque, à un organisme humain. Depuis que le concept fondamental en avait été formulé au milieu du XXe siècle, on avait consacré un bon million d'années hommes de travail et de réflexion pour le réaliser. Et certains des hommes en question possédaient un intellect parmi les plus brillants de leur temps. Bien qu'on ait déjà disposé au moment de sa construction de l'expérience pratique et des outils nécessaires à celle-ci, et bien que la civilisation technologique traversât alors une période de prospérité exceptionnelle et fut libérée pour un temps du fardeau de la guerre actuelle au potentiel, son coût n'en était pas pour autant négligeable et avait suscité de vives protestations. Pourquoi dépenser autant d'argent à seule fin d'envoyer 50 personnes explorer un système stellaire tout proche? Eh oui, telle est la taille de l'univers. L'univers imposant entourait l'astronef de toutes parts, tandis qu'il tournait autour de la Terre. Quand le regard s'écartait du Soleil et de la planète, c'était pour découvrir une ténèbre cristalline dont la taille défiait l'entendement. La noirceur n'y régnait pas sans partage. La lumière s'y reflétait dans votre œil à défaut d'autre chose. Mais c'était là la nuit ultime, celle dont nous protège notre ciel planétaire. Les étoiles s'y massaient, figées d'une clarté glaciale. Les plus lumineuses, déjà visibles du sol de la planète, laissaient paraître leur couleur dans l'espace. Le bleu acier de Vega, l'or de Capella, l'ambre de Bételgeuse. Et pour un œil non exercé, les astres anonymes de la galaxie noyaient dans leur masse les constellations familières. La nuit regorgeait de soleil. La Voie lactée barrait le ciel d'une traînée de glace et d'argent. Les nuages de Magellan n'étaient plus des spectres flous, mais des bouquets de braise. Quant à Andromède, son éclat était tellement net, visible, à plus de 2 millions d'années-lumière de distance. Et on sentait son âme s'abîmer dans ses profondeurs, et le regard se hâtait de regagner l'abri de la cabine douillette. Ingrid entra sur la passerelle, s'agrippa une prise et s'immobilisa dans les airs.
À vos ordres, commandant, déclara-t-elle en saluant. Lars se tourna vers elle pour lui rendre son salut. En chute libre, sa carcasse dégingandée était des plus gracieuses, évoquant un poisson nageant dans l'eau vive ou un faucon prenant son essor. Sur terre, il aurait ressemblé à n'importe quel quinquagénaire grisonnant. Ni l'un ni l'autre n'avaient pris la peine de fixer leurs galons aux combinaisons qui leur servaient de tenue de bord. « Bonjour, dit-il. J'espère que vous avez bien profité de votre permission. »« Tout à fait. » Les joues de la jeune femme rosirent. « Et vous ?»« Oh, ça peut aller, pour l'essentiel. J'ai joué aux touristes un peu partout sur le globe. Il y a tant de choses que je n'avais pas encore vues. » Ingrid le gratifia d'un regard compatissant. Il flottait seul, près de son siège de commandement, l'un des trois qui entourait la console de contrôle et de communication, placée au centre de la salle. Les cadrans, les écrans, les voyants et autres appareils qui tapissaient les cloisons, s'affairant déjà à clignoter, à frémir, à tracer des graphes, ne faisaient que souligner son isolement. Avant son arrivée, il n'avait rien à écouter hormis le murmure des ventilateurs et les rares cliquetis des relais. « Il ne vous reste plus de famille ?» demanda-t-elle. « Plus de parents proches ?» Un sourire plissa la triste figure de Lars. « N'oubliez pas qu'en temps solaire, j'ai presque atteint le siècle. La dernière fois que je suis allé dans mon village de Dalecarli, le petit-fils de mon frère était l'heureux père de 2 adolescents, et je ne m'attendais pas à ce qu'il me considère comme un proche. » Né 3 ans avant le départ de la première mission habitée pour Alpha Centauri, entré à l'école maternelle 2 ans avant la réception de ses premiers messages Maser par la station lunaire, enfant idéaliste, introverti, sa voie est désormais toute tracée. À 25 ans, sorti diplômé de l'académie avec mention spéciale pour ses capacités de pilotage interplanétaire, il fait partie de l'équipage de la première mission pour Epsilon Eridani. À leur retour, 29 ans plus tard, les astros, conséquence de l'effet de dilatation des durées, n'ont vieilli que de 11 ans, dont 6 passés à explorer les planètes du système. Leur découverte leur valent d'être couverts de gloire. À ce moment-là, l'astronef en partance pour Tau Ceti subit ses ultimes tests. Lars se voit proposer le poste de commandant en second, à condition qu'il accepte de repartir moins d'1 an après son retour. La réponse est oui. Il revient au bout de 13 années, de temps propre, ayant remplacé le commandant, victime d'une planète aussi étrange qu'hostile. Sur Terre, 31 ans se sont écoulés. Le Leonora Christina était en cours d'assemblage, qui était plus qualifié que lui pour le commander. Il hésitait. L'astronef devait partir dans un délai de 3 ans. S'il acceptait, il allait passer le plus clair de ce laps de temps en préparatifs d'hiver. Mais refuser était sans doute impensable. Et puis, il se sentait comme un étranger sur cette terre devenue trop étrange pour lui. « Activons-nous, dit-il. Je suppose que vous êtes monté avec Boris Fedorov et son équipage d'ingénieurs. » Elle acquiesça. « Il vous contactera dès qu'il aura eu le temps de s'organiser, m'a-t-il dit. Il aurait pu avoir la courtoisie de m'aviser de son arrivée. Il est de mauvaise humeur. Il a fait la tête pendant tout le trajet. J'ignore pourquoi. C'est important ? Nous allons passer un sacré bout de temps dans cette coque, Ingrid, fit remarquer Lars. Notre conduite à tous aura son importance. Oh, Boris finira par se ressaisir. Sans doute a-t-il mal aux cheveux, à moins qu'une fille ait repoussé ses avances. Durant la période d'entraînement, il m'a fait l'effet d'une personne un peu trop sensible. C'est ce que confirme son psychoprofil. Néanmoins, chacun de nous possède des traits. Même potentiel, qu'aucun profil ne peut déceler. Il faut aller être là-bas. Lars désigna le capuchon du périscope optique.
comme pour l'identifier au cosmos qu'il observait, pour que ses traits se manifestent pour le meilleur ou pour le pire. Et ils le font toujours. Toujours. Il s'éclaircit la gorge. Bon, le personnel scientifique est lui aussi à pied d'œuvre. Oui, ses membres arriveront dans 2 ferries différents. Celui de 1340 heures et celui de 1500 heures. D'un signe de tête, Lars indiqua que cela confirmait le programme affiché devant lui. Ingrid ajouta : l'intervalle de temps séparant les 2 vols me semble inutilement élevé. Marge de sécurité, répondit Lars d'un air absent. Et puis, même si ces rampants ont suivi un entraînement poussé, il nous faudra du temps pour les conduire à leur cabine, vu qu'ils ne savent pas se débrouiller en 0G. Karl s'en occupera, dit Ingrid. Si nécessaire, il les transportera lui-même, chacun son tour, et plus vite qu'on ne le croirait possible en le voyant. Raymond, notre gendarme ? Lars la fixa, tandis qu'elle battait des cils. Je sais qu'il est doué pour les manœuvres en chute libre, qu'il était à bord du tout premier ferry. Mais il est si expert que ça ? Nous sommes allés à l'étoile de plaisir. Où ça ? C'est un satellite de détente. Oh, je vois. Vous avez joué en 0G. Ingrid acquiesça en détournant les yeux. Il eut un nouveau sourire. À diverses sortes de jeux, je présume. Il logera avec moi. Lars se frotta le menton. Pour être franc, je préférerais qu'il s'installe dans la cabine qu'on lui a assignée, au cas où les passagers viendraient à s'agiter. C'est pour ça qu'il est à bord, après tout. Je pourrais emménager chez lui, proposa Ingrid. Lars secoua la tête. Non, les officiers logent dans le quartier des officiers. En théorie, c'est pour qu'ils se trouvent à proximité de la passerelle. Mais ça va plus loin que ça. Au cours des 5 années à venir, Ingrid, vous apprendrez que les symboles ont leur importance. Il haussa les épaules. De toute façon, les autres cabines ne sont qu'à un pont des nôtres. Il ne lui faudra guère de temps pour s'y rendre, je pense, si votre colocataire n'est pas opposé à ce transfert. Vous avez mon autorisation pour faire comme bon vous semble. Merci, dit-elle à voix basse. Je suis quand même un peu surpris qu'on fait ça, Lars. Si vous me permettez, ce n'est pas votre type, me semble-t-il. Croyez-vous que votre liaison sera durable ? Je l'espère, c'est ce qu'il souhaite, me dit-il, désireuse de se ressaisir. Elle opta pour la taquinerie. Et vous vous êtes engagé auprès de quelqu'un ? Non, cela viendra sans doute avec le temps. Au début, je serai sans doute trop occupé. À mon âge, ces questions-là n'ont rien d'urgent. Lars gloussa puis reprit son sérieux. En parlant de temps, le nôtre nous est compté. Veuillez poursuivre votre inspection. Et ensuite,